Au Sénégal, première condamnation sous la nouvelle loi anti-homosexualité. Un ouvrier de 24 ans a été interpellé à Pikine, pris en flagrant délit. Cette affaire s'inscrit dans un climat de répression accru, marqué par des arrestations et une inquiétude croissante au sein de la communauté LGBT+. En Côte d'Ivoire, un pas vers l'autonomie scientifique à Abidjan, un laboratoire d'analyse d'ADN vient d'ouvrir ses portes. Les tests médicaux légaux et de paternité peuvent désormais être réalisés sur place à moindre coût, avec la clé d'un renforcement des capacités d'enquête et de recherche. Au Sénégal, vendredi 10 avril, un homme de 24 ans a été condamné à 6 ans de prison ferme et de 2 millions de francs CFA d'amende par le tribunal de Pikine en banlieue de Dakar. Il s'agit de la première application d'un texte promulgué le mois dernier qui double les peines encourues, portées désormais à 10 ans maximum. Depuis février, une soixantaine de personnes ont été arrêtées. Surpris en flagrant délit à Pikine, un jeune ouvrier de 24 ans devient le premier condamné sous la nouvelle législation. Adoptée par 135 députés sur 165 le 11 mars et promulguée fin mars par le président Diomaye Faye, malgré les appels d'Amnesty International et de Human Rights Watch à y renoncer, le texte double les peines encourues, désormais de 5 à 10 ans de prison, et criminalise aussi toute promotion de l'homosexualité. Cette condamnation intervient dans un contexte de répression intense. Depuis début février, les arrestations se succèdent presque quotidiennement. Une soixantaine selon les derniers décomptes, souvent sur dénonciation ou après fouille de téléphone. Les noms des interpellés sont rendus publics, les exposant à des violences. Certains sont également accusés de transmission volontaire du VIH. D'autres affaires sont déjà entre les mains de la justice, avec plusieurs suspects placés sous mandat de dépôt ces derniers jours. Face à cette situation, de plus en plus de personnes homosexuelles cherchent à quitter le Sénégal. L'association française Stop Homophobie a reçu près de 200 demandes d'aide en quelques semaines. Un chiffre en augmentation constante. Son directeur dit ne plus pouvoir faire face. La France classe le Sénégal comme pays à risque pour les personnes LGBT+, depuis 2021, mais les procédures d'asile restent longues et incertaines. Au Nigeria, une bavure militaire a fait des dizaines de morts et d'innombrables blessés, a annoncé dimanche 13 avril l'ONG Amnesty International. L'incident a eu lieu samedi dans l'après-midi dans la localité de Dili, dans l'état de Yobe, au nord-est du Nigeria. Les militaires qui pensaient avoir affaire à des insurgés de Boko Haram ont procédé par des frappes aériennes sur la foule dans un marché, ont annoncé d'autres sources. Le bilan de ces raids militaires diffère selon les sources. Amnesty International a avancé dimanche un chiffre de plus de 100 personnes tuées dans une publication sur les réseaux sociaux, condamne ces raids aériens et demande aux autorités une enquête impartiale. Selon Issa Sanusi, directeur nigérien de l'ONG Amnesty International, les avions militaires ont tiré sur les populations en plein marché, en pensant qu'il s'agissait des insurgés de Boko Haram. Il y a eu des raids dans la nuit de samedi alors que le marché battait son plein. C'est un marché qui se tient tous les week-ends ici entre les localités de Borno et Yobe. Les militaires sont arrivés et ont largué des bombes sur le marché. Ils ont dit qu'ils cherchaient les insurgés, mais leurs explications soulèvent trop de questions auxquelles il faut des réponses. Parce que les gens se demandent pourquoi il y a tant de victimes civiles dans ce type d'incident, alors que les militaires prétendent traquer les insurgés. À la fin, ce sont des civils qui sont tués. Les gens ordinaires, c'est absolument inacceptable. Lawan Zananour, un chef local, a évoqué un bilan plus conséquent, encore de 200 morts et blessés. Selon les sources sur place, les avions militaires 3, selon les témoins, étaient à la poursuite des djihadistes Boko Haram qui estiment dans la région. Au Nigeria, de tels faits sont régulièrement rapportés comme en juin 2025 où 20 civils avaient été tués par une frappe aérienne dans l'état de Zamfara. Un rapport publié par le Center for Information Resilience met en lumière les démarches discrètes de la société russe de crypto-monnaies Asset pour créer un réseau de paiement alternatif en Afrique et
contourner les sanctions imposées par les États-Unis, le Royaume-Uni ou l'Europe avec l'exclusion du système de messagerie interbancaire SWIFT notamment. Cette enquête va plus loin, estimant que ces démarches sont directement appuyées par le Kremlin pour intégrer A7 dans les opérations stratégiques et militaires du Kremlin en Afrique. A7 est présenté comme un réseau des sociétés russes et internationales conçu pour faciliter le contournement massif des sanctions occidentales et permettre la circulation de roubles à travers des solutions innovantes et de la crypto-monnaie. A7 est contrôlé par PSB, une banque d'État russe spécialisée dans le financement du secteur de la défense, et par Ilan Shor, homme d'affaires moldave, tous deux sous sanctions occidentales. Depuis peu, A7 et ses dirigeants montrent un intérêt croissant pour l'Afrique. Le rapport mentionne une offre d'emploi publiée sur un site de recrutement russe pour créer une entreprise liée à ces réseaux et recruter un directeur payé pour le Togo. Des vidéos analysées par le Centre for Information Résilience montrent que le réseau de paiement russe a ouvert ses succursales au Nigeria et au Zimbabwe, un pays qui importe une part importante de ses engrais depuis la Russie. Le rapport évoque également des visites discrètes des délégations liées à A7 au Togo et à Madagascar en janvier 2026, dans un contexte d'identification de la coopération diplomatique et militaire entre la Russie et ces deux pays. Lors d'une conférence Afrique-Russe au Caire, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov avait décrit A7 comme la première plateforme financière internationale de la Russie. En Côte d'Ivoire, il est désormais possible d'effectuer des tests dans un laboratoire public. Ce laboratoire est fonctionnel depuis le 1er novembre 2025. Il est situé au VITIP, une zone industrielle dédiée aux entreprises des technologies de l'information et de la communication à l'entrée de la ville de Grand Bassam. Tout démarre dans la salle propre. C'est une pièce sécurisée où chaque échantillon d'ADN subit une première analyse. Nous avons reçu des pièces à conviction qui sont provenues d'une scène de crime. Nous avons reçu des supports différents, des tissus, des écouvillons, des débris de peinture, des morceaux de métal pour justement pouvoir identifier les personnes qui étaient sur la scène du crime, indique le professeur David Théa Oko, directeur du laboratoire. Puis, l'ADN est amplifié et passé au crible dans l'analyseur génétique. Cette machine permet d'établir le profil de chaque individu, des travaux conduits par Imran, un jeune technicien passionné de biochimie. Nous avions déjà les bases théoriques, mais la pratique de l'examen, c'est au laboratoire ici, avant de commencer, que nous avons subi une formation et c'est ce qui nous a permis de pouvoir réaliser les tests aujourd'hui, explique Imran. Ce laboratoire a ouvert le 1er novembre dernier. Une grande partie de la demande concerne des tests de paternité. Jusque-là, ces analyses étaient coûteuses car effectuées à l'étranger. Ici, les coûts fluctuent à partir de 350 000 francs CFA. Donc, il n'est plus nécessaire d'envoyer les échantillons à l'étranger parce que c'est fait sur place pour répondre aux besoins de la population et aussi aux besoins en termes de criminalité, précise le professeur David Théa Oku. Sur le plan de la recherche, ce laboratoire permet de recueillir ces informations sur le patrimoine génétique des Africains, un domaine encore peu exploré. Près de 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dimanche 12 avril pour élire le successeur du président Patrice Talon qui quitte le pouvoir après 2 mandats de 5 ans. 2 candidats étaient en lice pour lui succéder, son dauphin et ministre de l'économie Romuald Wadagni et celui des FCBE, opposition dite modérée Paul Onkpé, et scrutin sans le principal parti d'opposition, les démocrates, dont la candidature a été invalidée faute de parrainage suffisant. Les résultats provisoires du scrutin sont attendus en début de semaine. Le dépouillement, lui, a commencé sitôt la fermeture des bureaux après une journée de vote qui s'est déroulée globalement dans le calme. Les bureaux que nous avons pu visiter hier à Cotonou avaient ouvert à l'heure prévue. La commission électorale avait promis de rectifier les dysfonctionnements qui ont entraîné des retards parfois importants lors des législatives et locales de janvier au Bénin. L'affluence était variable dans les centres de vote de Cotonou que nous avons pu voir timide par endroits, même si dans l'entourage du candidat du pouvoir, on se disait hier confiant concernant
la participation en région, notamment dans les zones rurales. Lors de la dernière présidentielle en 2021, la participation était de 50% selon les chiffres officiels. Les électeurs croisés dimanche à Cotonou aussi entre enthousiasme pour la continuité, le souhait de voir certaines choses corrigées et la frustration de ne pas avoir une élection plus ouverte et compétitive, certains affirmant avoir voté nul en signe de protestation. Des candidats étaient en liste, les dauphins du président et le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani, et face à lui, Paul Oukpé de l'opposition, dite modérée et ex-ministre de la Culture. Un scrutin marqué par l'absence du parti Les Démocrates, qui a vu le dossier des 100 candidats rejetés par la commission électorale. Mesdames et messieurs, c'est sur ces informations électorales que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Info, c'est l'actualité en continu.